arrête de louer, achète ta maison. Sinon, tu jettes ton argent par les fenêtres. Regarde, c'est très simple. Tu as 1000 euros de loyer, le mois d'après, tu les as plus. Alors que si tu rembourses 1000 euros de crédit, eh ben, tu les transformes en patrimoine. C'est pas compliqué à comprendre quand même. J'ai entendu ça pendant très longtemps et je l'entends encore aujourd'hui. Alors je me dois d'expliquer pourquoi cette réflexion ne marche pas. Dans cette vidéo, on va voir 4 étapes pour savoir si vous devez louer ou acheter. Parce que la réponse à cette question est en réalité pas si simple. Faut bien comprendre que ni la location ni l'achat est meilleur en soi. Ils ont chacun des avantages, des inconvénients, mais dire qu'acheter est tout le temps la meilleure des solutions ou inversement, c'est stupide. C'est ridicule de dire ça n'a aucun sens. Et on va voir ensemble pourquoi. On va faire en sorte que vous évitiez, vous aussi, de faire de grosses erreurs financières qui vont impacter toute votre vie. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, vous aurez un ensemble de règles claires pour prendre des décisions qui sont alignées à votre mode de vie et à vos finances. On commence avec la première étape. Changez votre état d'esprit vis-à-vis de la location. J'aimerais que vous acceptiez un fait. Oui, la location peut être financièrement viable dans énormément de cas et on va comprendre pourquoi. Déjà, en général, les gens ne pensent même pas que louer peut être une très bonne décision financière à cause d'une seule chose. On nous répète sans cesse que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Faites le test, dites à n'importe qui de votre entourage que vous ne voulez pas acheter un bien durant votre vie et c'est le premier argument qui arrivera. Alors, on commence doucement, je vais vous prouver que c'est faux avec des chiffres concrets durant toute la vidéo. Je vous ai fait un premier exemple très simple. Ici, on a un appartement à Nantes, dans le quartier de Cité des Congrès, Champ de Mars, un 3 pièces de 70 mètres carrés. Il a été vendu en 2022 pour le prix de 318 000 euros et loué pour 1068 euros, charges comprises. J'ai pris l'exemple de Nantes, mais l'analyse qu'on va faire ensemble peut être faite dans n'importe quelle ville. Vous allez voir, elle est très simple à faire et vous allez même pouvoir la refaire dans votre propre ville. En plus, si vous regardez le prix actuel de mon exemple, vous pourrez voir qu'il est aujourd'hui en vente pour le prix de 278 000 euros. Alors rappelez-vous bien que contrairement à ce que les gens disent, le prix de l'immobilier monte et descend même en France. Mais les gens ne parlent que des moments de hausse et jamais des moments de baisse. Regardez, au lieu de valoir 318 000 euros, l'appartement de notre exemple vaut maintenant 278 000 euros. Une baisse de 40 000 euros, soit 12,5% de moins en seulement 3 ans. On parle ici de 40 000 euros de richesse que l'acheteur voit s'évaporer. On n'est pas sur un mythe, mais bien sur un fait. L'acheteur perd 40 000 euros. Donc si aujourd'hui je veux acheter ce bien à 278 000 euros, que je verse 10% d'acompte au taux moyen des prêts immobiliers qui est à l'heure où je vous parle à 3,55%, que je prends l'assurance en compte à 0,30%, cela me donne des mensualités de 1673 euros par mois sur 20 ans. Jusque-là, on peut se dire que la différence n'est pas forcément énorme. On est à 605 euros par mois de différence et que pour cette somme, on préfère acheter. Mais ici, on ne prend même pas en compte les coûts fantômes de possession, donc notamment les frais d'entretien, de copropriété, les frais d'agence, de notaire, etc., etc. Mais on y revient dans quelques minutes. Parce qu'avant de faire le calcul complet, j'aimerais que tout le monde comprenne que quoi qu'il arrive, on paye pour vivre quelque part. Que ce soit via la location ou l'achat, tout le monde paye pour avoir un toit sur la tête. On paye pour un service, le fait d'avoir 2 chambres, un jardin, une piscine, une vue sur la tour Eiffel ou tout simplement pour être au fin fond des bois. Ce sont des services. La seule différence, c'est la somme que l'on paye et surtout la stratégie que l'on adopte avec son capital. La question n'est donc pas de savoir si c'est normal de payer, la question c'est pourquoi la plupart des gens se sentent coupables en payant leur loyer. Et cette culpabilité, elle vient d'une idée reçue, qui est le premier mythe que l'on va aborder. Être locataire, c'est payer le crédit du proprio. C'est l'argument le plus fréquent, celui qui vous fait vous sentir stupide à la fin du mois. Mais cette idée, elle est totalement fausse. Déjà, quand vous payez un loyer, on l'a vu, vous payez un service. Vous ne payez pas le capital du propriétaire, vous payez pour un service total. Ce loyer couvre un ensemble de frais que le propriétaire doit assumer, c'est vrai, comme la taxe foncière, les assurances, les frais de gestion, les charges de copropriété et surtout l'entretien et les travaux majeurs, qui est de l'argent que vous n'avez pas à dépenser quand vous louez. Vous savez, cette fuite d'eau qui vient de la toiture, c'est pas le locataire qui la paye. Donc vous payez pour tout ça. Mais faut pas non plus oublier que le loyer est un prix donné par le marché. Le propriétaire ne peut pas définir le prix du loyer qu'il veut pour faire un bénéfice facile. Il est contraint par le marché. Il ne peut pas se dire je vais augmenter le loyer de 20% pour faire plus de bénéfices. Non, il doit respecter les prix du quartier, la demande et très souvent l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Votre loyer est donc
un prix de marché juste pour le service fourni. Et si je reprends l'exemple de notre appartement à Nantes et que je décide de l'acheter avec un apport de 20%, on peut voir que chaque mois, je vais devoir sortir de ma poche près de 600 euros. Dans notre exemple, je deviens propriétaire de l'appartement, j'ai un locataire dans l'appartement qui me paye 1068 euros tous les mois, mais je dois quand même sortir 600 euros de ma poche pour la globalité du bien. Alors oui, des fois, les propriétaires gagnent de l'argent avec leurs biens, mais dans une grande majorité des cas, ils perdent de l'argent. Alors non, le loyer ne suffit pas à payer les charges, le crédit, l'entretien, etc., etc. du propriétaire. Il permet de payer le juste prix d'un service proposé. Vous payez pour la tranquillité d'esprit et la liquidité de votre capital. C'est une transaction de service, pas un transfert de richesse. Quand on aura fini avec tous les mythes, on reprend les calculs et vous verrez que l'achat n'est pas du tout toujours la meilleure façon de s'enrichir. Maintenant qu'on comprend que non, on ne paye pas le crédit du propriétaire, on passe au deuxième mythe le plus courant du marché immobilier. Acheter est toujours un bon investissement. C'est le plus grand mensonge qui nous coûte cher, car l'achat de votre résidence principale n'est par définition pas un bon investissement. L'achat est un coup de cœur, pas une décision d'investisseur. Soyons honnêtes, quand on achète sa résidence principale, on ne sort pas un tableau Excel. On agit avec des émotions et des raisons de vie. C'est le coup de cœur pour ce jardin, la promesse d'une piscine, la vue parfaite ou l'ambiance du quartier qui nous donne envie d'acheter ce bien. C'est un objectif de vie et une dépense de confort. C'est pas une décision d'investissement. Un investisseur n'achète jamais un actif aussi difficile à revendre parce qu'il a eu un coup de cœur. Vous ne regardez pas le rendement, vous regardez le ressenti. Puis, un vrai investissement doit mettre de l'argent dans votre poche. Votre résidence principale fait l'inverse. Elle sort de l'argent de votre poche chaque mois. Si votre bien est censé être votre meilleur investissement, demandez-vous quel est le rendement annuel net après avoir retiré l'intégralité des coûts fantômes, les taxes, l'entretien, les travaux que vous faites chaque année, l'assurance et le coût d'opportunité de votre capital. Très souvent, ce rendement annuel est négatif ou inexistant. Et là, je vous vois venir, on va me dire que c'est la plus-value qui fait toute la différence. Mais on en a déjà parlé. On nous montre toujours les graphiques de hausse. Mais l'exemple de notre appartement à Nantes le montre bien. Une baisse de 12,5% en 3 ans, c'est une perte réelle et instantanée de 40 000 euros pour l'acheteur initial. Puis même s'il y a une plus-value à la revente, elle ne compense presque jamais les frais de notaire initiaux et les coûts fantômes que vous avez dû payer durant l'intégralité de la vie de votre bien. L'achat de sa résidence principale, c'est un objectif de vie, pas un moteur de richesse. Et c'est pas grave, mais il faut arrêter de dire que c'est un investissement. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de décider si l'achat d'une maison est fait pour vous à cette période de votre vie et si c'est votre vie de riche. Si c'est vraiment le cas, tant mieux. Et je suis avec vous à 100%. Juste avant de passer à la prochaine partie, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, où je parle d'argent, d'investissement, mais surtout de comment réussir à aligner ses finances avec la vie que l'on veut vraiment. Le lien est juste en dessous dans la description avec un plan financier en cadeau. Et oublie pas de t'abonner. On passe à la partie 3. Faites les calculs pour savoir s'il faut acheter ou louer. Pour bien débuter cette partie, il faut connaître les éléments que l'on doit prendre en compte pour que les chiffres soient bons. On l'a vu, très souvent, les gens font des calculs très rapides pour savoir si c'est une bonne option. On compte le crédit IMO, l'assurance, les frais d'agence et de notaire. On compare éventuellement rapidement tout ça au loyer qu'on payerait si on n'achetait pas. Et hop, on s'arrête là. Mais dans la réalité des choses, les frais sont loin de s'arrêter là. Quand on voit un loyer à 900 euros par mois et des mensualités bancaires à 900 euros par mois, si on s'arrête au calcul rapide, acheter est une super solution. Car après, ça nous appartient. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est que le loyer, c'est globalement le montant maximum de ce que vous allez payer. Là où votre mensualité, c'est le montant minimum de ce que vous devrez sortir chaque mois. Et retenez bien ça, car c'est un point super important. Déjà, premier point, si les mensualités sont le minimum de ce qu'on doit payer, il faut faire attention à combien on emprunte. Et ça, c'est à vous de faire les calculs, pas à votre banque ou votre courtier, vous et vous seul. L'intérêt de votre banque ou de votre courtier, c'est que vous empruntiez le montant maximum qu'ils peuvent vous accorder selon la loi, soit un taux d'endettement de 33% à 35%. Leur objectif n'est pas votre stabilité financière ou la construction de votre vie de riche.
Leur objectif, c'est le volume de prêt et leur marge. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir se payer un meilleur train de vie. Et en aucun cas parce que vous empruntez moins pour vos finances et vos objectifs. Donc, rappelez-vous bien que votre banque ou votre courtier va vous donner le montant maximum de votre capacité d'emprunt. Pas le montant raisonnable qui est en adéquation avec vos objectifs. Non, le montant max par rapport à vos revenus. C'est tout. Alors vous devez faire vos propres calculs pour savoir combien emprunter. On en reparlera dans la prochaine partie de la vidéo. Pour l'instant, on se rappelle, la banque, c'est votre partenaire pour le prêt, mais pas votre conseiller pour la richesse. La responsabilité du calcul, c'est entièrement la vôtre. Maintenant que c'est dit, quels sont les éléments que l'on doit prendre en compte pour faire un bon comparatif? Du côté de la location, les éléments à prendre en compte sont assez simples. On a le loyer, l'assurance habitation, les charges locatives, les taxes ordures ménagères, et c'est tout. Et du côté de l'achat, on a les mensualités du prêt, les intérêts du prêt, l'assurance emprunteur, la taxe foncière, l'entretien du bien, qui correspond souvent entre 1 à 3% du prix du bien par an, l'assurance habitation, les charges de copropriété, les frais de notaire, les frais d'agence, les frais bancaires, et bien sûr, quelque chose dont on parle peu, mais il faut le prendre en compte, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est l'argent que vous perdez, parce qu'il ne travaille pas pour vous. En achetant, vous forcez votre argent à rester inactif. D'une part, votre apport initial est bloqué dans votre bien, il ne rapporte pas d'argent, et d'autre part, votre épargne mensuelle sert à payer des frais, pas à générer des intérêts. Là où le locataire a un avantage colossal, il peut utiliser l'argent qu'il économise sur l'achat pour investir. Son argent peut travailler 24 heures sur 24. Donc, votre maison vous coûte non seulement en frais, mais elle vous coûte surtout dans votre croissance financière future. Et ça, c'est essentiel à prendre en compte. Donc, pour calculer le coût total de votre logement, vous avez juste à prendre en compte tous ces éléments et on voit assez naturellement, sans même faire la comparaison, que l'achat va coûter bien plus cher. Mais bref, faisons quand même les calculs, reprenons notre exemple du début et prenons en compte le plus d'éléments possible. J'ai pris un simulateur en ligne prenant en compte tous ces paramètres. Le lien est dans la description et je vous invite vivement à faire vos tests avec vos chiffres de là où vous habitez. Vous verrez rapidement si acheter ou louer est quelque chose de financièrement viable ou pas dans votre cas. Commençons. Première étape, l'apport. Ici, on est à 10% du prix du bien, soit 27 800 euros, et on fait la simulation sur 20 ans. Deuxième étape, si on achète ce bien. Je vais aller assez vite sur le tout, mais regardons quand même. On est du côté de Nantes, soit du Loire-Atlantique. C'est un logement ancien pour un montant de 278 000 euros. Je rappelle quand même qu'il a perdu 40 000 euros en 3 ans. Les prix de l'immobilier ne font pas que de monter. On a des frais de notaire de 20 923 euros, des frais de garantie de 2 752 euros. Ça correspond à 1,10% du prêt. On a estimé qu'on ne fait pas de nouveaux travaux dans le bien, on le prend tel quel, ce qui nous donne un coût total calculé de 301 675 euros. Ça, c'est pour le bien. Côté du prêt, on emprunte 273 875 euros sur 20 ans, à un taux de 3,55%, la moyenne à l'heure où j'écris cette vidéo. On a un taux d'assurance de 0,34%, ce qui nous donne des mensualités de 1673 euros. Pour les charges, la taxe foncière est de 1396 euros par an, la taxe d'habitation n'existe pas si c'est notre résidence principale, les dépenses d'entretien du bien, ça s'élève entre 2 et 5% du prix du bien, là je suis parti sur 2%, soit 5560 euros par an. Les charges courantes sont à 120 euros par mois, ça représente ici les charges de copropriété, rien d'autre. On estime que notre bien fait une plus-value annuelle de 2% et on passe à l'étape suivante. Là, c'est la dernière étape, c'est si on décide de louer le bien. Le loyer est de 948 euros avec 120 euros de charge chaque mois et une revalorisation des loyers de 0,5%. En louant à la place d'acheter, on peut mettre en pratique le coût d'opportunité. On décide donc de placer la différence entre les mensualités que l'on verse et le coût total de notre loyer, ce qui nous donne une épargne mensuelle de 605 euros à investir. Cette épargne est investie en bourse à hauteur de 7%, qui est une estimation prudente. On valide et on peut accéder directement aux résultats. Ici, on peut très clairement voir que le fait de louer nous fait économiser 193 994 euros sur 20 ans dans notre scénario. Si l'écart que vous voyez à droite est négatif, c'est en faveur de la location. S'il est positif, c'est en faveur de l'achat. Et juste en dessous, on voit différents scénarios, en fonction de la plus-value du bien ou bien du rendement de notre épargne. Et comme vous le voyez,
Tous les scénarios sont en faveur de la location. Il n'y a pas de débat. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont commenter sur le fait qu'après 20 ans, la maison fait partie de notre patrimoine. Et à ce moment-là, on n'a plus de mensualité, donc on peut investir bien plus. C'est l'objection classique. Mais elle repose sur un mythe qui est le mythe de la stabilité absolue. Parce que sachez que vous ne resterez jamais 20 ans dans le même bien. La moyenne nationale est entre 7 et 10 ans. Et chaque fois que vous déménagez, vous réactivez les frais de notaire et les frais d'agence, ce qui met un énorme coup de frein à votre rentabilité future. Donc, la chose la plus importante à retenir est que si vous louez votre bien, vous devez investir votre argent. Jusqu'ici, on a accompli le gros du travail. On a changé votre état d'esprit vis-à-vis de la location, on a vu les éléments non financiers pour savoir si l'achat pouvait être intéressant pour vous, et surtout, on a mis à plat les différents calculs permettant de savoir si financièrement l'achat est mieux que la location. Des calculs que je vous invite vraiment à faire de votre côté pour vos biens. Maintenant que c'est fait, je vais vous donner 3 règles à suivre pour que votre achat se passe le mieux possible si vous souhaitez toujours acheter. La première règle à respecter avant d'acheter est d'avoir au moins 20% du montant de l'achat de côté. Quand vous avez une gestion de l'argent qui est saine, vous épargnez de l'argent avant d'acheter la chose que vous souhaitez. Eh bien, quand on parle de l'achat d'un bien immobilier, les choses sont pareilles. Vous devez être capable d'épargner au moins 20% de la valeur de votre future maison. Certains vont dire qu'épargner 20% du prix du bien, ça va prendre des années. Et oui, vous avez totalement raison. On parle de l'achat d'une maison, pas de votre prochain voyage. Alors oui, le montant épargné est bien plus élevé et le temps pour épargner va également être plus long. Et c'est normal. Vous devez prouver que vous êtes en capacité de mettre de côté cet argent, que vous avez la discipline pour gérer une dette à long terme et tous les coûts associés à la propriété. Si vous ne pouvez pas prendre le temps d'épargner cette somme, il y a des chances pour que vous n'arrivez pas à gérer une dette aussi élevée. Maintenant, attention, je ne dis pas de mettre les 20% d'épargne dans l'apport du bien. Ça n'est pas forcément nécessaire, surtout quand les taux sont bas. Mais vous devez être en possession de cette somme lors de l'achat. Ça vous permettra d'avoir l'argent nécessaire pour gérer les travaux ou tout imprévu lié à votre achat. Ça, c'est la première règle. On passe à la deuxième. Ne vous endettez pas à plus de 28% d'endettement. Quand vous allez voir votre banquier, il vous dit félicitations, vous pouvez vous endetter jusqu'à 35% de vos revenus, ce qui représente tel montant d'emprunt. C'est super. Mais c'est un piège. La banque se concentre sur votre capacité à rembourser. Vous devez vous concentrer sur votre capacité à prospérer. Pour un achat immobilier bien fait, votre dette totale liée à votre résidence principale, donc les mensualités de crédit, la taxe foncière, les charges et l'entretien annuel, ne doit jamais dépasser 28% de votre revenu. Si on veut respecter ce montant, c'est pour deux raisons. La première, c'est que si 35% de votre salaire disparaît dans le logement, naturellement, vous n'avez plus aucune marge pour les imprévus. Qui paye quand la chaudière lâche? Qui paye les grosses rénovations? C'est vous. Un taux d'endettement bas vous donne justement ce coussin nécessaire pour absorber ces coûts cachés sans stresser, sans vous endetter davantage ou sans piocher dans votre épargne d'urgence. Et la deuxième raison, c'est que votre résidence principale n'est pas un investissement. Chaque mois, elle vous coûte de l'argent. En vous limitant à 28% de charges pour votre logement, vous libérez de l'argent pour vos autres objectifs de vie et vos investissements. Ce qui est essentiel pour continuer à vivre votre vie de riche. Dites-vous bien qu'il vous faut absolument au moins 5 à 10% de vos revenus pour votre épargne et 10% pour vos investissements. Donc, je résume. Les 35% de la banque, c'est le maximum qu'elle vous autorise à payer. Le 28%, c'est le maximum que vous vous autorisez à payer pour rester libre, sécurisé et continuer à bâtir votre richesse ailleurs. Donc, vous savez qu'il faut 20% du prix du bien de côté, que votre taux d'endettement pour le bien immobilier ne doit pas dépasser les 28%, mais au-delà de ces chiffres, la décision entre acheter et louer est avant tout une décision stratégique, alignée sur vos objectifs de vie à moyen et long terme. C'est le moment de répondre à la question: quel style de vie voulez-vous vraiment? Si vous voulez que votre argent serve à maximiser vos investissements, que votre carrière ou votre vie vous oblige à maintenir une agilité géographique pour ne pas manquer d'opportunités, que vous considérez que déléguer la gestion des problèmes, entretien, travaux, coûts fantômes est un gain de temps et de charge mentale précieuse,
et que vous souhaitez financer un projet à fort potentiel de rendement, alors dans ces conditions, la location est l'outil qui protège votre croissance financière et votre liberté de mouvement. Maintenant, si vous êtes parvenu à stabiliser tous les paramètres de votre vie, famille, carrière, et votre besoin d'ancrage est le plus fort, que vous êtes certain que vous allez rester plus de 10 ans dans le même bien et que vous avez les ressources pour absorber les frais initiaux, que vous êtes quelqu'un qui apprécie bricoler, designer son espace, faire des travaux, et que l'accès à un environnement spécifique, un quartier, une école, un cadre de vie, est un besoin émotionnel non négociable, alors dans ce cas-là, l'achat est l'outil qui vous rapportera le plus de sécurité. Attention tout de même, dans tous les cas, il faut que vous fassiez les calculs. On l'a vu, il est facile de faire de grosses erreurs financières. Avant de vous engager sur 20 ou 25 ans, vous devez absolument mettre tous les chiffres à plat. Incluez les coûts fantômes, la taxe foncière, l'entretien annuel et bien sûr le coût d'opportunité de votre capital. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à décider si louer ou acheter est la bonne décision pour vous et j'espère qu'elle vous permettra d'économiser des milliers d'euros. Faites les tests, faites les calculs et dites-moi en commentaire quel est le verdict de vos simulations.